Bienvenue dans le 13e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouverons l'interview d'Alexandre Riosbord qui nous parlera du jeu dans l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, nous avons le plaisir d'annoncer la tenue des 4e rencontres autour du jeu, sous la forme cette année d'un colloque pluridisciplinaire international organisé par notre GIS Jeux Société. L'événement aura lieu les 7 et 8 octobre prochains au sein de la Sorbonne à Paris, où près de 20 conférenciers et conférencières, issus de toutes disciplines scientifiques, dresseront un état de l'art de la recherche sur le jeu et ses enjeux sociétaux. Rendez-vous lors de nos prochaines éditions pour connaître le programme et les modalités d'inscription. Les 9 et 10 juin prochains, l'INRAE organise ses premières journées Gamae à Clermont-Ferrand. Cet événement est destiné à rassembler la large communauté des acteurs du jeu dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement et du développement des territoires. La manifestation, soutenue par le GIS Jeux Société, sera articulée autour de plusieurs temps forts. Un séminaire scientifique, un recensement des jeux sérieux, une gaming room et des ateliers thématiques autour de questions opérationnelles. Jusqu'au 20 juin, la revue Rouben d'études francophones lance un appel à contribution en vue d'une publication à l'automne prochain. Cet appel propose aux contributeurs d'explorer les notions de jeu et de spectacle à travers le prisme de la pluralité, c'est-à-dire dans leur capacité à infléchir des discours autres, à provoquer des réflexions sur la fabrique de procédés et de phénomènes littéraires, linguistiques et culturels. Retrouvez les modalités de contribution sur notre site Ludocorpus. Penser la complexité et la ludologie, c'est l'enjeu de la 4e session du séminaire Jeux et Société, dédié à la ludocritique et organisé par Juliette Durdury, professeure de littérature comparée à l'université Sorbonne Paris-Nord. La chercheuse interviendra sur le travail de Boris Solinsky et Elisabeth Belmas, professeure d'histoire moderne, nous parlera de la complexité. Cette séance se déroulera de 10h à 13h, le mardi 17 mai, en distanciel exclusivement. Servane Barrault est psychologue clinicienne et maître de conférences HDR en psychologie à l'université François Rabelais de Tours. Isabelle Varescon est professeure de psychologie clinique et psychopathologie à l'université Paris-Cité. Les deux chercheuses viennent de publier dans la prestigieuse revue Journal of Gambling Studies, chez Springer, un article issu d'une étude réalisée sur la classification des joueurs de poker connaissant des problèmes de jeu. Leur problématique principale visait à savoir si ces classifications s'inscrivaient dans le modèle dit Pathways de Blazinski et Nauer. Publication également du côté des géographes, avec la parution récente d'un article de Boris Lebeau, Université Sorbonne Paris-Nord, et d'Alexandre Grondeau, d'Aix-Marseille Université. L'article, publié dans le numéro 744 des Annales de géographie, Armand Collin, propose un décryptage minutieux des ressorts de la croissance dans 2 villes casinos, Las Vegas et Macao. Au final, cette étude met en évidence l'existence de capitalismes urbains individualisés et invite à une lecture nuancée et actualisée des effets de la mondialisation. Alexandre Riosbord est maître de conférences d'histoire contemporaine à l'université Paris-Cité et membre du laboratoire ICT, Identité, Culture, Territoire. Spécialisé dans l'histoire des États-Unis et des services secrets au XXe siècle, l'historien mène actuellement une recherche sur la politique des jeux au sein de l'armée américaine entre 1917 et 1919. Dans cette interview, il est venu nous parler de ses travaux.
Bonjour Alexandre Riosbord, Bonjour. bienvenue sur Ludocorpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Alors une question très classique pour commencer, pouvez-vous vous présenter? Eh bien donc Alexandre Osborne, je suis historien, je travaille à l'université de Paris au sein du laboratoire ICT Les Orbes dans le monde. Je suis spécialiste des États-Unis, je travaille principalement sur l'histoire contemporaine du XXe siècle et principalement sur le premier XXe siècle. Voilà, mes travaux jusque-là ont porté sur des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu. J'ai travaillé sur l'armée américaine, sur les renseignements, les services de renseignement américains, sur l'appareil de sécurité nationale, le premier appareil de sécurité nationale. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer cette question, paradoxalement, du jeu. Alors c'est justement un des objets de l'interview du jour. En 2019, ça fait déjà quelques temps, vous avez répondu à l'appel à projet de notre groupement d'intérêt scientifique, dont vous avez été lauréat. Donc quel était justement sur le jeu ce projet de recherche? Alors ce travail sur le jeu, il était parti d'un projet plus vaste, qui était un projet qui se consacrait à l'étude de la relation d'une ville qui s'appelle Newport, dans le Rhode Island, et de la base navale qui l'avoisine, durant les mois de Première Guerre mondiale, donc à partir de l'engagement des États-Unis dans la guerre au printemps 1917, et jusqu'à l'après-guerre, à la période de l'après-guerre. C'était un cas que j'avais rencontré dans le cadre de mes travaux précédents, et ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur les dynamiques d'ordre et de désordre qu'induisait une guerre pourtant lointaine dans une petite communauté locale du Rhode Island qui se trouvait donc avoisiner une base navale dont la croissance très rapide au printemps 1917, à partir du moment où il y a à la fois les volontaires qui s'engagent, les 2 millions de volontaires qui s'engagent aux États-Unis dans l'armée et les 2,8 millions d'appelés qui se présentent dans les casernes, et bien cette base déborde dans la ville et donc modifie profondément les relations sociales, les relations économiques, les relations sexuelles à l'intérieur de la ville, et dans le même mouvement reconfigure les rapports d'ordre et de désordre et les configurations sociales et politiques dans la ville. Donc je voulais travailler là-dessus. Et l'un des enjeux l'une des questions que l'on rencontre lorsqu'on travaille sur cette période-là et sur cette ville et cette relation avec l'armée, c'est le fait qu'un gigantesque programme est mis en place par l'armée américaine et par la marine américaine dès l'entrée en guerre, dès le printemps 1917, pour occuper à la fois les volontaires et les jeunes appelés, donc ces jeunes hommes qui quittent leur foyer, rassurant. Alors certains ont 18 ans, 19 ans. Au départ, le Selective Service Act concerne les gens qui ont entre 18 et 30 ans, puis ça sera rallongé jusqu'à 45 ans. Donc ce sont des jeunes hommes et des hommes qui se retrouvent éloignés de leur communauté, des formes de contrôle social qui s'exerçaient sur eux. Et comme les camps militaires ont très mauvaise réputation aux États-Unis, il y a d'ailleurs quelques scandales en 1915-1916 lors de l'intervention au Mexique, eh bien, les autorités militaires et les autorités politiques vont se préoccuper de la vie de ces jeunes hommes dans les casernes et dans les villes alentours, sachant que ce qui inquiète les autorités politiques et les autorités militaires, c'est la consommation d'alcool, c'est les relations sexuelles, c'est même les relations homosexuelles, et plus globalement le comportement de ces jeunes hommes à nouveau libérés des contraintes à la fois familiales et communautaires. Et donc l'armée et la marine, dans une formule typiquement progressiste américaine, met en place un programme qui rassemble des associations qui vont s'occuper du bien-être de ces militaires, d'abord dans les camps d'entraînement aux États-Unis, et puis ensuite en France, lorsque les forces américaines seront envoyées combattre en Europe. Donc typiquement progressiste dans la mesure où c'est pas l'État qui va agir, l'État il va servir d'instance coordonnante au sein d'une commission qui s'appelle la Commission on Training Camp Activities, qui va réunir une dizaine d'associations, dont certaines sont célèbres, le YMCA par exemple, les archives que j'ai consultées sont celles du YMCA, qui vont s'occuper de mettre en place effectivement ces programmes à la fois d'occupation, de divertissement et d'éducation de ces hommes qui se préparent à la guerre. Et dans le cadre de ce programme-là, eh bien, il va y avoir en gros 3 objectifs pour ces associations. La première, c'est une éducation religieuse, c'est améliorer la valeur morale de ces jeunes hommes par un travail religieux. Donc pour le YMCA, pour les protestants, c'est destiné aux militaires protestants. Donc
des cours de lecture biblique, etc. Et puis il y a un enjeu éducatif, donc ils vont leur faire des cours, on va apprendre à lire à ceux qui ne savent pas lire, on va les faire lire, on va leur donner des cours d'histoire, de géographie, etc. Et puis il y a un troisième enjeu qui est d'occuper leur temps libre. Et donc on met en place, c'est le troisième pilier de ces interventions dans les camps, c'est le programme de recreation, donc à la fois de divertissement et de jeu, pour occuper le temps libre quand ils sont dans les camps, afin qu'ils ne se livrent pas à des activités réprouvées, et activités lorsqu'ils seront en France, en dehors des moments où ils sont au front, et donc quand ils sont cantonnés à l'arrière. Donc l'idée, c'est d'occuper leur temps de la meilleure manière possible, afin de leur éviter donc de consommer de l'alcool, d'aller voir les prostituées, etc. Il y a beaucoup de scandales en France à cette époque-là, notamment. On considère que les femmes françaises sont de mauvaise vie. À Brest, à Marseille, il y a des rapports qui remontent où on dit qu'on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a décidément trop de prostituées qui essaient d'attirer le jeune soldat américain. Donc ni boire, ni aller voir les prostituées, ni perturber la vie des communautés locales, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et donc, on va occuper leur temps, et en particulier, on va les faire jouer. Voilà. Il y a eu quelques péripéties sur votre terrain, justement. Comment ça s'est passé? Parce que c'est arrivé en plein dans l'épidémie de la Covid. Comment s'est passée votre recherche, ou quelles ont été les péripéties que vous avez rencontrées? Eh bien, sans doute comme vous l'imaginez, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être lauréat de cette aide à la recherche en décembre 2019, je crois. Et puis, je m'apprêtais à effectuer mes premiers voyages de recherche à la fin du printemps. Et puis, en mars, l'épidémie s'est déclenchée. Il y a eu la fermeture des institutions de recherche, des archives. Il y a eu ensuite la fermeture des frontières, tout simplement. Et donc, pour de longs mois, tout a été bloqué. Vous savez que ça a duré très longtemps pour les États-Unis. C'est allé bien au-delà de la première vague du Covid. Donc, tout a été fermé dans un premier temps. Alors, une partie du travail a pu se poursuivre avec les sources secondaires, la presse locale, etc. Mais bon, très vite, j'ai un peu épuisé les possibilités de travail. Par ailleurs, j'ai eu une seconde péripétie qui était que je devais travailler sur les archives de la base militaire, de la base navale de Newport, qui a annoncé en septembre 2021, alors que les frontières n'étaient pas encore réouvertes, qu'elle fermait pour 3 ans, et donc que mes archives étaient désormais inaccessibles jusqu'en 2025. Donc il a fallu revoir la stratégie de recherche. Et donc, ce que je me suis proposé de faire, c'est que, au lieu de m'intéresser, j'ai mis de côté cet aspect local du travail, et je me suis intéressé aux archives des associations, de 2 d'entre elles au moins, qui mettent en place ces programmes d'occupation du temps libre des soldats, qui sont donc le fameux YMCA, que tout le monde doit connaître, et puis une autre qui s'appelle la Playground Association of America, qui deviendra National Recreation Association dans les années 30, qui est une association qui, elle, se consacre, dès le milieu des années 1900, à la promotion du jeu, dans les espaces urbains, à destination des classes sociales inférieures défavorisées, avec la même problématique générale que celle que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire faire que les jeunes gens, les jeunes garçons et les jeunes hommes, au lieu d'aller se livrer à des activités que ces progressistes trouvent mauvaises, se consacrent au jeu. Et donc eux, leur objectif, c'est de fabriquer des playgrounds, de lever de l'argent pour construire des aires de jeu dans ces quartiers, et jusque d'ailleurs dans les communautés rurales où les mêmes problèmes, selon eux, se posent. Et eux vont s'investir, ils font partie de la dizaine d'organisations qui est impliquée. Ils vont créer une sous-organisation qui s'appelle le Warcamp Community Service, et cette organisation va collaborer avec le YMCA, et puis avec le Jewish Welfare Board, avec les Knights of Columbus, donc en fonction des dénominations religieuses, vont participer à ce programme général d'occupation des jeunes hommes. Et donc ce sont ces archives-là que je suis allé voir, donc dans un déplacement de la stratégie de recherche plus latéral, si vous voulez, pour rentrer dans le programme de jeu, ce qui s'est révélé être très intéressant. Alors justement, en parlant des points qui sont intéressants, j'imagine que vous êtes en train encore d'éplucher pas mal de choses, de tirer des conclusions, du moins des pistes, des hypothèses. Mais est-ce qu'il y a déjà quelques éléments, peut-être je crois qu'il y a 3 ou 4 points que vous pouvez déjà nous dévoiler? Oui, alors je ne m'étais pas intéressé du tout à ce programme-là, qui est un tout petit peu connu aux États-Unis. Il y a une monographie qui a été publiée sur la Commission on Training Camp Activities. Mais il y a assez peu de travaux sur la mise en œuvre concrète sur le terrain de ces programmes d'occupation des soldats. Il y a 3 choses qui frappent à la lecture des archives. Alors, je suis en train de les dépouiller, hein. J'ai ramené 17 000 pages d'archives, donc j'ai pu faire qu'un premier balayage de ce que j'avais déjà vu sur place. Mais il y a 3 points qui sont intéressants sur le programme en général. Le premier, c'est l'ampleur gigantesque de ce programme. Pour vous donner un ordre d'idée, pour le seul YMCA, c'est près de 6 000 individus qui vont être embauchés pour mettre en place ces programmes à la fois aux États-Unis et en Europe.
Le budget est colossal si on le compare au budget d'investissement public américain. L'organisation, sur la fin de l'année 1917 et les 6 premiers mois de 1918, elle prévoit de dépenser 27 millions de dollars, le seul YMCA, qui est la principale organisation, mais pas la seule, 27 millions de dollars, c'est-à-dire à peine moins en fait que le budget fédéral, l'ensemble du budget fédéral en 1913. Donc tout d'un coup, ces associations qui étaient des associations de taille relativement modeste se trouvent à la tête à la fois d'un programme d'une très grande ambition et puis bientôt avec les levées de fonds qu'ils organisent dans la population, à la tête de sommes considérables qui vont investir dans ce gigantesque programme qui va à la fois donc se déployer aux États-Unis, qui va se déployer dans les possessions ultramarines des États-Unis, qui va se déployer en Europe, sur le continent, et puis bientôt qui va se déployer à la demande de l'armée française, dans l'armée française, puis dans l'armée italienne, dans l'armée russe. Et donc les Américains vont essaimer en quelque sorte ce programme d'occupation des troupes, bien au-delà de l'armée américaine. Et pour revenir aux États-Unis, ils vont également non seulement s'occuper des bases et de l'intérieur des casernes, si vous voulez, ou des bases navales, mais ils vont également projeter leur activité, notamment dans les communautés adjacentes, dans les bourgs et les villes adjacentes, pour à la fois protéger les jeunes hommes lorsqu'ils se trouvent dans ces villes, quand ils ont des moments de temps libre, protéger donc des activités néfastes, et puis par ailleurs aussi, ça fait partie des discours qu'ils mettent en avant, protéger les jeunes femmes par exemple. Donc on va organiser des événements mixtes, mais sous contrôle. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de mélange des genres, si vous voyez ce que je veux dire. On va collaborer avec les associations locales, et donc tout ça va déborder non seulement le cadre de la caserne, enfin le cadre américain vers l'étranger, mais va aussi déborder aux États-Unis le cadre de la caserne pour se répandre dans la société. Le deuxième point intéressant, c'est l'ambition de ce projet, très progressiste. Il s'agit bien évidemment d'occuper les militaires, de s'assurer qu'ils ne vont pas être pervertis par l'expérience du camp et l'expérience de la guerre, mais plus largement, ils ont très immédiatement l'idée que c'est l'occasion de réformer l'ensemble de la société américaine, tout simplement et d'abord parce qu'ils ont sous la main l'ensemble d'une génération. Ils ont, alors, tout le monde n'est pas recruté dans l'armée, mais 5 millions d'individus, c'est une masse critique suffisante, va dire le YMCA par exemple dès le début, pour envisager, en les réformant eux, de réformer derrière l'ensemble de la société. Et donc ils ont une perspective qui est celle d'une sorte de gigantesque opération d'ingénierie sociale, où ils vont transformer une génération et donc transformer le futur de la société américaine en apprenant à ces gens-là l'hygiène, en apprenant à ces gens la tempérance. On est au moment les premières lois ont été passées depuis le début du siècle d'interdiction de consommation de l'alcool. On est très peu de temps avant le passage de l'amendement fédéral qui l'interdira à l'échelle des États-Unis. La continence sexuelle aussi, à la fois envers les femmes, et puis la continence sexuelle évidente dans le cadre de l'homosexualité. Bon, un des enjeux essentiels de tout ça, c'est la masculinité. Ils utilisent manhood, ils utilisent boyhood and manhood, donc ils distinguent les plus jeunes et les plus âgés déjà. Et l'enjeu, c'est de réformer cette cohorte masculine, cette double cohorte masculine, celle des très jeunes hommes et celle des hommes à peine plus âgés, pour les rendre meilleurs à la société, et pour les plus jeunes d'entre eux, les rendre meilleurs à leur famille. Ça fait aussi partie d'un enjeu politique. Les deux ministres de l'armée et de la guerre ont promis aux familles, publiquement, de rendre leurs enfants meilleurs que les familles, au moment où, disons que les familles confient leurs enfants, et on vous les rendra meilleurs. On vous les rendra de meilleurs hommes et de meilleurs Américains. Tout ça, c'est étendu à l'ensemble des populations. Très vite, les programmes vont être étendus aux troupes de couleur, donc qui sont ségrégées à l'époque dans l'armée américaine, mais on va étendre le programme aux troupes de couleur. On l'étend avec des programmes spécifiques en direction des natives, des populations autochtones indiennes qui sont recrutées dans l'armée. On l'étend aussi aux travailleurs de l'industrie. Donc l'idée, c'est vraiment de réformer l'ensemble de la société à travers ce programme-là. Et puis, troisième chose intéressante, c'est la tentative de prolongation après la guerre qui est envisagée dès la période du conflit. Et au sortir de la guerre, assis sur l'expertise, assis sur les réseaux qu'ils ont développés, assis surtout sur la manne financière dont ils disposent à la fin de l'automne 1918, ils veulent poursuivre ce mouvement de réforme, à la fois en faisant de chacun des conscrits qui a été réformé en quelque sorte par l'expérience de la guerre, un ambassadeur de la réforme dans leur communauté locale. Il dit ces gens-là vont revenir avec le statut de héros. Eh bien donc, servons-nous de ces gens-là pour continuer le travail de réforme de la société et puis continuer d'étendre le programme en dehors de l'armée à l'ensemble de la société pour les réformer. Ça aussi, c'est typique de l'histoire des mouvements progressistes. Ça suit la chronologie de l'histoire du progressisme. La Première Guerre mondiale est à la fois un moment haut de ces tentatives de réforme
par des associations, par le travail local. C'est un point haut et en même temps c'est le début, ou c'est le moment où les tentatives de réforme progressistes vont, après la guerre, connaître un moment au moins de ressac et même de dégradation. Et ces associations, dans leur politique du jeu, connaîtront le même type d'échec en quelque sorte au sortir de la guerre. C'est aussi significatif du rôle de l'armée et de la marine aux États-Unis comme prototype de l'État social ou comme lieu de tentative de mise en place d'un État social, donc sous sa forme premier XXe siècle, c'est-à-dire la forme qu'on appelle associationnaliste dans l'historiographie américaine, c'est-à-dire qui associe l'État et les associations dans ce genre de programmes sociaux. Ça renvoie à une historiographie assez récente aux États-Unis de travaux comme ceux de Jennifer Mittelstadt sur la deuxième partie du XXe siècle, sur l'armée comme proto-société, comme prototype de l'État social en fait aux États-Unis. Paradoxalement, dans les années 80, elle travaille sur l'époque de Ronald Reagan, au moment où on détruit l'État social aux États-Unis, on le désarme. L'armée, elle continue d'être et même accentue sa nature de prototype de mini-société dans lequel il y a beaucoup d'État social. Et là, on recule de presque un siècle, on recule d'un peu moins d'un siècle, de trois quarts de siècle, et là, on a une sorte de prototype d'État social progressiste, dans lequel c'est le petit dans le grand, c'est le microcosme dans le macrocosme. En créant un État social à l'échelle de l'armée, avec les conscrits, on va transformer la société en général. Et puis, dernier point qui vous intéresse plus particulièrement, c'est la place du jeu dans ces programmes, dans cet effort d'ingénierie sociale, de ce que j'avais appelé dans mon projet la politique du jeu. Donc, il y a trois piliers, je vous le disais tout à l'heure, à l'action de ces associations dans les casernes, dans les communautés avoisinantes, puis plus tard en Europe. Le pilier religieux, donc il faut apprendre la religion sans faire de prosélytisme. L'armée refuse qu'on fasse du prosélytisme religieux. C'est aussi une condition de la bonne collaboration des différentes associations. Il ne faut pas se faire de compétition, donc l'objectif est surtout pas de faire de prosélytisme religieux, mais d'entretenir une pratique religieuse. Il y a l'objectif éducatif. Mais ces deux objectifs, même s'ils sont présentés par les documents officiels de ces associations comme des grandes réussites, en fait, quand on rentre dans les archives, on voit bien qu'en particulier en France, ça n'est pas une grande réussite. La fréquentation des offices religieux n'est pas ce qu'ils espéreraient. La fréquentation des cours d'histoire ou de géographie, encore moins. Ce qui fonctionne, en fait, c'est le jeu. Et il l'avait anticipé. Il considère dès le départ que le jeu va être absolument essentiel. Essentiel parce que ça va marcher, c'est-à-dire qu'ils pensent que les jeunes hommes vont participer à ces jeux-là. Et puis essentiel parce qu'ils pensent que ça va être l'outil principal de réforme en fait, du caractère de ces jeunes gens. Ça va permettre leur développement physique, mais aussi leur développement intellectuel. Il y a toute une dimension on est au moment où on fait des tests d'intelligence dans l'armée, donc il y a une dimension d'amélioration du niveau, de tentative d'amélioration évolutionniste en quelque sorte, du niveau d'intelligence générale de la société par la pratique du jeu, par cette génération de jeunes hommes qui va au combat. Il y a l'idée évidemment du maintien du moral des troupes, du fighting spirit, de l'esprit de groupe, etc. Et puis il y a aussi l'idée qui va être développée par des médecins qui écrivent pour ces associations et pour cette commission, d'apaisement des souffrances, d'abord de l'éloignement de la famille quand on va dans les camps de recrutement, et puis ensuite évidemment des souffrances au front qui très tôt, dès l'hiver 1917-1918, sans doute en lien avec l'expérience des autres troupes européennes alliées, est quelque chose qui est un enjeu. Il parle de la brutalité de la guerre, et donc l'idée c'est que le jeu, ça va être le meilleur des moyens pour permettre aux gens à ces jeunes hommes d'oublier la guerre, d'oublier la souffrance en jouant. Ça s'accompagne de tout un tas de discours sur le jeu, alors que peut-être les historiens et historiennes du jeu connaissent beaucoup mieux que moi, mais comme j'étais pas spécialiste de cette question-là, ils m'ont paru intéressants. Alors la valeur militaire du jeu, bon ça c'est un peu l'évidence, c'est-à-dire ça va participer d'une forme de seconde forme d'entraînement, donc il y a l'entraînement proprement militaire, et puis en faisant jouer, courir, sauter, les jeunes hommes, etc., on participe à la fois au développement de leur qualité physique, donc il y a une valeur militaire, c'est aussi le maintien de l'ordre dans l'armée, le maintien de l'autorité, ça évite tous les débordements dont on a parlé plus tôt, donc ça il y a une valeur militaire au jeu. Mais il y a une valeur sociale, dans l'armée et dans les communautés adjacentes, qui est beaucoup mise en avant par ces associations progressistes, dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, comme on fait des playgrounds dans les quartiers difficiles, et bien là on va plus généralement avoir cette valeur sociale du jeu qui permet de réduire les conflits, qui permet de faire se rencontrer les classes sociales. Il y a tout un discours là-dessus. Sur sa valeur morale, le jeu en lui-même va permettre d'élever le niveau des individus, d'élever le niveau moral des individus. Ils ont tout un discours d'ailleurs sur les formes de jeu à préférer. Ils n'aiment pas tellement les jeux dans lesquels il y a de la compétition. Donc ils organisent évidemment des jeux, j'en parlerai brièvement, des jeux
ce qu'ils appellent des jeux athlétiques, c'est-à-dire du football, du basketball, du volleyball, etc. Mais ils préfèrent les jeux dans lesquels il y a moins de compétition, pour favoriser l'esprit de groupe. Ils ne veulent pas de jeux d'argent, évidemment. Donc il y a des formes de jeux qui vont être privilégiées, qui sont les formes qui sont susceptibles d'élever moralement ceux qui les pratiquent. Il y a tout un discours aussi sur la valeur politique du jeu, carrément comme agent de la démocratie. Le jeu, son expression joyeuse dans le groupe, le fait que c'est intégrateur, le fait que le jeu ne connaisse pas de classe sociale, par exemple, ce qui renvoie au conflit politique qui anime la société américaine pendant et juste après la guerre, eh bien c'est un agent de la démocratie, c'est même une qualité démocratique, vont dire de nombreux intervenants. La poursuite du bonheur, elle a pour condition le fait que les gens aient à la fois la possibilité et l'opportunité de pouvoir jouer dans n'importe quelle société, à n'importe quel moment, vont-ils dire, c'est assez intéressant. Et donc, le jeu est central dans cette espèce de projet général d'élévation, de bien-être de la population, de bonheur pour la société américaine et au-delà, parce qu'à la fin de la guerre, un des discours qui va s'ajouter à tout ça, c'est qu'il faut le faire à l'extérieur. Et cette idée du jeu comme outil de progrès, eh bien, doit s'appliquer à l'ensemble du monde, dit un des rapports du YMCA diffusés dans leur réseau, aux 2 milliards d'individus qui ont vocation à jouer. Tout le monde a vocation à jouer, ça c'est un dernier point du discours que j'ai trouvé assez intéressant. L'instinct du jeu est naturel chez les individus, vont dire des médecins qui sont convoqués. En fait, l'adulte perd l'instinct du jeu. Il mène des enquêtes à l'automne 1917, et il ressort de ces enquêtes que 70% des jeunes adultes, hommes, mâles, ne savent pas jouer, dit le rapport. Et donc il faut leur réapprendre à jouer. Mais réapprendre à jouer, c'est juste mettre en place les stimuli, c'est eux qui utilisent ce vocabulaire, les stimuli adéquats pour que les gens retrouvent leur esprit du jeu. Et à partir du moment où ils ont renoué avec ce qu'ils appellent l'esprit du jeu, alors ils pourront s'engager dans ce mouvement de réforme et être élevés. Tout ça, dernier point, se décline dans le choix des jeux qui sont mis à disposition des soldats. Alors, il y a un enjeu dont ils ont conscience, c'est qu'on peut essayer de piloter le type de jeu que l'on offre, mais il faut que ça soit attractif. Donc ils ont conscience qu'il faut répondre à une demande implicite ou explicite des soldats sur le front. Et donc ils vont distinguer plusieurs types d'activités. Alors ils mettent à part le divertissement, qui n'est pas exactement ce qu'ils appellent recreation. Le divertissement, c'est par exemple, alors le plus moderne, c'est la diffusion de films. Alors là aussi, dans des discours typiquement progressistes, ils trouvent que le divertissement, c'est moins bien que des activités de recreation où les gens sont impliqués dans l'action. Donc c'est moins éducatif. Alors ils l'acceptent, ils l'organisent, mais ils trouvent que c'est pas ce qu'ils veulent promouvoir en premier lieu. En premier lieu, ils veulent promouvoir le jeu. Et là, il y a 3 types de jeux. Il y a ce qu'ils appellent donc les jeux athlétiques, donc ce que demandent beaucoup visiblement, ce qui a beaucoup de succès auprès des jeunes hommes, le baseball, le basketball, le volleyball, qui ont plein d'aspects positifs, qui ont 2 aspects négatifs pour eux quand même, qui reviennent souvent dans le discours. La première chose, c'est qu'ils nécessitent de l'équipement, donc ça coûte cher, et donc c'est un investissement, mais ils vont commander des dizaines de milliers de gants de baseball, des centaines de milliers de ballons de toutes formes, pour qu'on puisse jouer partout, aux États-Unis puis en Europe. Et puis, comme je vous l'ai dit, ils n'aiment pas tellement l'esprit de compétition, et donc ils vont accepter que s'organisent évidemment des compétitions dans l'armée américaine, et puis ensuite même avec les alliés en Europe, mais ils cherchent à ne pas trop promouvoir ce type de sport, parce que ce qui les intéresse, c'est l'autre type de jeu, et cet autre type de jeu, c'est ce qu'ils appellent les mass games, donc les jeux de masse, les jeux de groupe, qui sont en fait, et ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt, des jeux d'enfants, c'est des déclinaisons de jeux d'enfants. Et donc on va trouver dans la littérature de ces organisations des manuels avec des dizaines, des centaines de descriptions de jeux qu'on peut mettre en place, qui sont en fait tous des déclinaisons de jeux d'enfants. Il s'agit de courir en se touchant avec la balle, il s'agit de se courir après pour attraper un t-shirt qui est mis dans le pantalon de celui qui a perdu, il s'agit de jouer à chat perché, mais tout ça étant raffiné dans à nouveau des dizaines, voire des centaines de modalités différentes. Par ailleurs, retitrés en quelque sorte ces jeux sous des formes adultes, et puis sous des formes militarisées. Ça c'est quelque chose qui est assez connu pour les jeux d'enfants dans les sociétés européennes au moment de la Première Guerre mondiale. C'est les travaux entre autres de Stéphane Audouin-Rousseau. Bon, là on en a une déclinaison assez évidente, en plus ça se passe dans l'armée, donc bien évidemment. Et donc jouer à courir, à s'attraper et à se toucher, ça devient catch the Kaiser, donc c'est attraper le Kaiser. C'est les jeux où il faut s'éviter, c'est passing the Hun, donc contourner le Boche. Vous voyez, donc on a évidemment la pénétration de ce discours guerrier, d'ennemisation de l'adversaire qui pénètre aussi ce discours-là. Mais ce sont des jeux d'enfants, collectifs ou individuels, des jeux de combat, mais des jeux de combat d'enfants, des jeux de force,
tirer la corde, etc. Et tout ça est décliné avec une variété qui ne cesse de surprendre quand on lit ces manuels qu'ils envoient à leurs secrétaires, à ceux qui s'occupent de la mise en place de ces jeux. Et puis, dernier point, ils mettent aussi en place ce qu'ils appellent des quiet games, des jeux plus calmes, qui se jouent quand il pleut, qui se jouent quand on est fatigué, qui se jouent le soir. Et là aussi, c'est beaucoup des jeux d'enfants. Alors je m'attendais à trouver par exemple les jeux de cartes ou le jeu d'échecs. Les jeux de cartes, c'est associé aux jeux d'argent. Donc par exemple, dans les commandes, je ne vois pas de commande de jeux de cartes. Il n'y a pas d'item de commande de jeux de cartes. Le jeu d'échecs, ça aurait pu être la possibilité. On en voit commander, il y a commande des jeux d'échecs, mais c'est pas tellement ce qui est mis en avant par le type de jeu. Au contraire, il faut promouvoir là aussi des sortes de jeux assez enfantins. C'est des devinettes, c'est des jeux de connaissances, c'est des pendus. Alors, portant là aussi des noms adaptés à la situation et au moment, mais qui sont des jeux pour deviner qui on est. Vous savez, les jeux où on met le nom sur la truc. Bon, bah ça, par exemple, c'est décliné dans les jeux. Il faut poser des questions, etc. Et donc ça, voilà, ça c'est la partie des jeux qui se jouent indoor, comme on dirait en anglais, à l'intérieur, le soir, etc. Tout ça pour occuper le maximum de temps. Et ce gigantesque programme, c'est la partie qui marche le mieux du programme. C'est la partie que les plébiscitent les soldats, c'est la partie que l'institution plébiscite aussi, les militaires et les représentants de la marine sont très satisfaits de ce plan-là du programme d'activité. Transforme, comme le dira le docteur, c'est un médecin qui est responsable de ce programme au sein du YMCA, transforme finalement les camps en des gigantesques casernes d'entraînement au jeu. Voilà. Et donc l'idée, c'est que, donc je reprends cette idée-là, c'est qu'au sortir de la guerre, une fois qu'on a appris dans ces casernes, dans ces camps d'entraînement, non seulement à être soldat, mais aussi à jouer, eh bien il va falloir continuer de promouvoir ce jeu dans le reste de la société et continuer de transformer la société américaine. Je vous ai dit brièvement le devenir qu'auraient ces programmes. Il va falloir vite réduire les ambitions, à la fois parce qu'on a moins d'argent, parce que le contexte s'y prête moins aussi, parce que les supposés ambassadeurs ne seront pas vraiment des ambassadeurs dans la communauté du jeu. Tout ce discours très positif sur le jeu chez l'adulte aura un peu plus de mal à prendre une fois la paix revenue et une fois la situation sociale rétablie, et donc il faudra en rabattre en quelque sorte. J'ajoute que beaucoup de ces associations seront prises dans des controverses ou même des scandales d'emploi d'argent, etc., qui feront qu'ils perdront en audience dès le tournant des années 1920. Par rapport à cette recherche, aujourd'hui, comment envisagez-vous la suite? J'ai bien entendu qu'il y avait beaucoup de pages d'archives encore à éplucher. Quelles vont être les prochaines étapes finalement? Les prochaines étapes, c'est d'abord de publier un article, de faire un article sur cette place du jeu, cette politique du jeu dans l'armée américaine et dans la marine américaine menée par ces associations pendant le temps du conflit et de l'immédiate après-guerre. Donc c'est tiré vraiment une étude sur ce travail du jeu. Et puis plus globalement, c'est d'intégrer ce travail sur cette commission et sur cette politique du jeu à l'intérieur de ce qui était mon projet de départ, c'est-à-dire mon travail sur cette ville pendant ces quelques mois de guerre et d'après-guerre, et sur ces dynamiques d'ordre et de désordre. Même si vous l'avez compris, tout ça va être un petit peu reporté dans le temps, faute de pouvoir accéder à une partie des archives désormais jusqu'en 2025. Mais voilà, le déployer, c'est ça. Je crois qu'il y a aussi un colloque qui est organisé par le GIS au mois d'octobre. Je viendrai évidemment communiquer sur cette question-là et dialoguer avec mes collègues plus spécialistes du jeu que moi, pour qui c'est un terrain tout nouveau. Voilà. Ultime question, Alexandrie Osborne, quelle est l'actualité scientifique dans les prochains mois, peut-être hors dehors de ce projet, de vous-même, de votre laboratoire comment s'annonce la fin de l'année? La fin de l'année, elle s'annonce occupée, entre les occupations familiales et le reste. Je termine un ouvrage que j'aurais dû terminer il y a longtemps déjà, pour les éditions du Seuil, donc il y a déjà ça comme objectif. Ensuite, il y a avancer sur ce projet de recherche-là et sur un autre que je mène. Je dirige par ailleurs un programme collectif de recherche sur l'ennemisation dans les sociétés contemporaines. Pas un peu éloigné du jeu, ceux-là ne jouent pas quand ils s'affrontent. Mais donc il y a aussi cet enjeu-là. On organise un colloque à la fin de l'automne prochain dans le cadre de ce programme-là. Voilà, pour l'actualité des prochains mois. Et au sein de mon laboratoire, écoutez, continuer de travailler avec mes collègues. On a changé de nom. On travaille collectivement sur cette question des Europes globales et je continue à contribuer à ce travail collectif, à ma mesure, depuis les États-Unis, c'est-à-dire hors d'Europe. Écoutez, merci pour cette interview. À très bientôt sur Ludocorpus et dans l'émission d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.